RFI. RFI, grand reportage, Laurent Sadou. Nous partons aujourd'hui en Guinée, et cette fois non pas pour parler de la terrible fièvre Ebola, mais d'une autre fièvre aux conséquences moins dramatiques, la fièvre de l'or. Pour cela, rendons-nous dans l'est du pays, tout près de la frontière malienne, dans la ville de Sigiri, située sur le fleuve Niger. Elle est surtout réputée pour ses mines d'or, mais la zone est aujourd'hui hors de l'espace et hors du temps. Hors de l'espace dans la mesure où la préfecture et ses alentours semblent totalement échapper au contrôle des autorités guinéennes. Hors du temps, dans la mesure là où des dizaines de milliers de personnes abandonnent tout pour s'y rendre en espérant y faire fortune. Dans les villages, le commerce de l'or est une affaire juteuse, mais ne sert pas au développement de la région, en manque d'écoles, d'hôpitaux et d'infrastructures. Dès leur plus jeune âge, les enfants travaillent dans les mines, délaissent les bancs de l'école et sont exposés aux risques liés à l'activité. Pour finir, l'afflux massif d'étrangers venus des pays voisins favorise l'installation de camps vétustes et propices à toutes sortes de trafics, notamment la prostitution. Pour l'État guinéen, le grand défi est d'encadrer cette activité tout en organisant une véritable redistribution régionale des revenus. Guinée, la folle ruée vers l'or, c'est un grand reportage de Sidi Yansane que l'on retrouve pour en parler dans un quart d'heure. Voici son reportage. Doko, une sous-préfecture située à une cinquantaine de kilomètres de Sigiri, sur la route qui mène à Bamako. Le soleil au zénith impose sa chaleur étouffante. Pourtant, les habitants vont et viennent entre les allées caoteuses qui traversent la petite ville, tous occupés à chercher la dépense de la journée. Une allée près du marché est particulièrement fréquentée. Elle mène sur une piste dont la poussière est soulevée par un balai incessant d'allées et venues de motos, de voitures, de camions chargés d'eau, de vivres et de matériel de forage. Le terminus s'effectue 3 km plus loin où des milliers de personnes se livrent à un étonnant remue-ménage. Sous le poids de l'écrasante chaleur, des hommes, des femmes, des vieux, des enfants creusent des centaines de puits sur toute l'étendue terreuse, tous armés de pioches, de pelles, de seaux, de torches et d'autres outils rudimentaires nécessaires au travail minier. Tous des orpailleurs, tous venus pour soigner leur fièvre du précieux métal jaune, ici, dans la mine de Ségué. Ça, c'est de l'or, ça. Un sourire se dessine sur le visage de cet orpailleur à l'écoute du ronronnement de son détecteur de métaux. Des tombolomas, des sortes de juges qui définissent les règles de la mine et qui sanctionnent lorsqu'elles sont transgressées. Ici, le site donne l'impression d'avoir subi plusieurs attaques à l'explosif. Ce n'est pas le cas, bien évidemment, mais l'exploitation massive du terrain a complètement transformé l'apparence du lieu. Dans la région, l'or est une aubaine pour tout le monde. Ça procure un travail à tous les mineurs et des revenus importants pour les plus chanceux. Il y a aussi des échanges dans la pratique d'exploitation. Par exemple, les Guinéens ont appris à utiliser du bois pour consolider les parois des puits, une technique enseignée par les Burkinabés. Cela permet surtout de limiter les éboulements, de chercher plus en profondeur et même de creuser des galeries souterraines. Le prix à payer pour l'environnement est important. Plus il y a de tunnels, plus il faut du bois et plus la découpe des arbres s'intensifie. Il suffit d'observer les centaines de troncs alignés en tas aux abords de la mine, attendant l'ouverture du prochain puits. Pour l'instant, cette déforestation n'inquiète pas les mineurs outre mesure. Une chose est sûre, les bénéfices récoltés sont à peine alloués à la protection de l'environnement. Sur ce point, l'exploitation abusive est un véritable désastre. À Conakry, c'est ce que nous explique Mohamed Lamine Sidibé, conseiller au ministère de l'Environnement. Pour l'environnement, c'est vrai que ça pose un gros problème qui est lié par exemple à la déforestation. Parce que pour commencer à travailler la mine, il faut d'abord couper les arbres. Et puis après, creuser. Parce qu'il faut chercher l'or. On sait que ces trous après ne sont pas restaurés. Et on laisse ces trous-là ouverts. Il y a la pluie qui les remplit. Ça devient des repères de serpents. Ces terrains ne sont plus constructibles ni cultivables. Et surtout avec la fameuse méthode burkinabèse qui est très gourmande en bois parce qu'il faut couper des branches et puis couper des troncs pour servir de soutènement, de support dans les mines. Donc du coup, on a carrément le sol qui est transformé en gruyère, où on a des trous partout. Donc ça fait un désastre énorme, oui. Et puis en plus, ils utilisent, eux, contrairement à ceux qui travaillaient avant, du mercure, alors qui est un produit cancérigène. Et voilà, qui est très néfaste pour l'environnement, même à faible quantité. Parce que ça fait partie des produits qui peuvent
causer un désastre énorme, ne serait-ce que dans la chaîne alimentaire par le phénomène de bioaccumulation, voilà, dont les effets sont différés dans le temps. L'encadrement de cette activité représente un véritable défi pour le gouvernement guinéen. Pour le pays, c'est une source de revenus considérable qui lui échappe et ses réserves d'or diminuent année après année sans qu'il n'en tire de réels bénéfices. Aujourd'hui, le gouvernement en prend bien conscience. Il y a quelques mois, un forum a été organisé à Siguiri pour débattre de ce problème avec la population. Mais pour l'instant, ça ne freine pas les orpailleurs en quête de fortune. Guinée, la folle ruée vers l'or, un grand reportage de Sidi Ansané, réalisation de Marc Minatel. Minuit. Pour le cœur sensible, qui écoute et qui comprend, tout chante minuit. Minuit. Sidi Ansané, bonjour. Bonjour Laurent. Sidi Ansané, vous êtes l'auteur de ce grand reportage. Vous aviez cette formule à l'instant, Siguiri est devenu un État dans l'État. Comment peut-on expliquer un tel laisser-aller des autorités guinéennes devant l'exploitation de ces richesses ? En fait, la décentralisation des pouvoirs, débutée dans les années 80, n'a pas eu les effets escomptés à cause du manque de formation des fonctionnaires, mais aussi à cause de la corruption massive qui a miné le pays durant des décennies. L'État a défini des taxes bien précises liées à l'activité industrielle des sociétés minières de la région. En revanche, ce sont les préfectures qui gèrent l'activité artisanale. Il existe bien des accords entre les préfectures et les chefs de mine, mais l'absence d'une véritable réglementation pose le problème de la redistribution des recettes. Certains villages ont pu bénéficier de nouvelles infrastructures comme des écoles ou des centres médicaux, mais à Siguiri, beaucoup m'ont confié que l'utilisation de ces recettes restait très opaque. Aujourd'hui, l'État affiche enfin une volonté de changement en organisant un forum en mai dernier, ce qui a permis à la population d'exprimer ses préoccupations. Mais il faut aussi tenir compte des échéances électorales. L'année prochaine, les Guinéens élisent leur président et la région de la Haute-Guinée, dont fait partie Siguiri, est le fief de l'actuel chef de l'État, Alpha Condé, qui n'a donc pas trop intérêt à bouleverser les pratiques de l'orpaillage artisanal pour le moment. Vous nous avez décrit un système d'orpaillage très bien structuré qui permet d'éviter les conflits dans la mine. Mais paradoxalement, ce système ne tient pas du tout compte de la protection de l'environnement. Oui, on a entendu dans le reportage de ce jeune Guinéen qui explique que la priorité c'est de trouver de l'or et c'est le sentiment qui est partagé par tous dans les mines. On parle de populations très pauvres, sans emploi, parfois sans formation et très souvent livrées à elles-mêmes. L'or permet donc de se procurer un revenu non négligeable. Des enquêtes démontrent que chaque famille a au moins un de ses membres présents dans les mines ou qui exerce une activité liée au travail de la mine. Donc l'environnement, c'est le cadet de leurs soucis. Pourtant, les effets sont déjà visibles avec la progression de la déforestation et de l'assèchement des rivières. Ces effets sont accentués par l'utilisation grimpante de détecteurs de métaux. Avec ces appareils, même plus besoin de monter une équipe pour creuser un puits. On se contente juste de scruter la surface et de retourner la terre, sans compter l'utilisation de produits chimiques comme le mercure qui polluent les sols et les sources d'eau dans une région où la pluviométrie est la plus basse du pays. Ainsi, des hectares de terrain sont détruits, on ne peut même plus y cultiver ou pratiquer l'élevage. Là aussi, l'État fait défaut par l'absence d'une politique de protection de l'environnement. Alors, on revient donc à la nécessité d'une réglementation, mais cette réglementation ne risque-t-elle pas de remettre en cause la structure même du système d'orpaillage et du coup de priver les villages de leur principal moyen de revenu? Oui, c'est aussi toute la difficulté qui découle de la trop longue négligence des autorités guinéennes. Imposer des règles, c'est indispensable, notamment le contrôle des frontières poreuses entre les pays. Mais immanquablement, les observateurs affirment que ça passera forcément par une maîtrise et une baisse des recettes directes pour les orpailleurs. Le forum a proposé des solutions comme la reconversion des mineurs vers d'autres secteurs d'activité qui permettront le développement de la région. Et puis, il faudra également se pencher sur la formation des jeunes, dont beaucoup ont quitté l'école pour gagner leur vie dans les mines. Toute une génération qui risque d'être sacrifiée puisque les réserves d'or diminuent année après année et dans quelques années, des milliers de jeunes pourraient se retrouver sans la moindre formation professionnelle et donc sans emploi. Ce sera le mot de la fin. Sidi Ansané, merci beaucoup. Bonne journée.